L'histoire de l'Iran, c'est le sujet de notre débat ce soir avec mes deux invités, Yves Bomati, Firouzeh Nahavandi. Alors, chère madame, cher monsieur, d'abord peut-être une précision sur le vocabulaire. On dit parfois l'Iran, on dit parfois la Perse. Est-ce que les deux mots sont synonymes? Est-ce que ça recouvre les mêmes réalités? En fait, les deux mots, à mon avis, sont synonymes dans la mesure où les Iraniens se sont toujours appelés Iraniens. Ce sont les Occidentaux qui, par les ambassadeurs, etc., se sont servis de la terminologie de la Grèce antique où les Iraniens étaient appelés les Persoi, les Perses. Mais en 1935, Reza Shah a demandé à toutes les ambassades de retourner, en tout cas d'utiliser le terme Iran, que l'ambassade iranienne avait toujours utilisé dans ses écrits officiels. Donc, en fait, les Iraniens eux-mêmes se sont toujours appelés ainsi. Oui, les Iraniens, donc, le terme Iran vient de Arien, donc c'est la terre des Ariens. Lorsque les Grecs ont rencontré les Iraniens, et c'était toujours dans des guerres qui ont été quand même assez longues, ils les ont rencontrés en particulier dans la province de Fars, Perse. Et dont le nom qu'ils ont donné, et puis c'est resté jusqu'au XXe siècle pour les Occidentaux, Perse, cette province où il y a Persépolis qui a été incendiée par Alexandre le Grand. Enfin, il y a toute une histoire derrière le terme perse qui est devenu Iran. Et comme l'a dit mon collègue, effectivement, au XXe siècle, le roi Reza Shah a décidé que désormais les Occidentaux appelleraient l'Iran Iran comme les Iraniens l'ont toujours fait. Très bien. Alors, nous voilà fixés. Maintenant, parlons peut-être un peu de la géographie de l'Iran. Rappelons où c'est, tout simplement. On dit que c'est un peu banal, c'est un peu un cliché, mais que c'est au carrefour, un carrefour de civilisation, au carrefour de plusieurs mondes. Est-ce que vous pensez que cette image est exacte ? C'est tout à fait exact. Hein. C'est le Moyen-Orient. L'Iran, c'est entre la mer Caspienne et le golfe Persique. Et d'un côté, vous avez les Ottomans, de l'autre côté, les Ouzbeks. Donc c'est aussi un passage de cette route de la soie, d'ailleurs, que la Chine voudrait restaurer en ce moment. Et c'est aussi, pour les Anglais, ça a été aussi une façon d'aller vers leur empire des Indes. Donc un espace extrêmement stratégique et très convoité, pas simplement pour ses richesses, mais aussi par sa position géographique. Et il y a plusieurs au sein de cet Iran. Je suppose qu'il y a des régions très différentes. Est-ce qu'on peut peut-être schématiquement distinguer plusieurs espaces, plusieurs régions ? Oui, tout à fait. D'abord, le pays tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'à l'Antiquité, il était nettement plus étendu, mais aujourd'hui, donc, il est en grande partie aussi désertique. Il y a toute la partie centrale, en particulier désertique, et puis il y a le nord qui est extrêmement humide, avec des grandes chaînes de montagnes, et puis il y a plus au sud des régions qui sont aujourd'hui des régions pétrolières. Donc tout ça est très différencié. La vie des gens aussi est différenciée, puis c'est un pays qui est peuplé de différentes ethnies, qui parlent différentes langues, et le persan, qui est la langue officielle de l'Iran, n'est parlé finalement n'est la langue que de 50% plus ou moins des Iraniens. Tout le monde parle le persan, mais les Kurdes parlent le kurde, les Turcs, donc tout ça, ce sont des populations différentes, parlent le kurde, les Turcs d'Iran parlent leur propre langue, les Baloutches, etc. Donc il y a beaucoup de langues, mais la langue officielle, la langue de l'enseignement, c'est le persan, ce qui a d'ailleurs posé pas mal de problèmes, puisqu'il y a beaucoup eu de revendications sur le fait de pouvoir avoir un enseignement dans sa propre langue.
Je voudrais juste ajouter un point, c'est que l'Iran couvre 1 650 000 km², afin que les Français puissent voir, disons, l'immensité de l'Iran, avec en effet au centre des déserts qui font 800 000 km². Donc la civilisation iranienne s'est construite tout autour de ces déserts, dans les montagnes et dans des plaines assez riches du nord. Et donc toute une variation et aussi une distance géographique qui est aussi à considérer pour comprendre aussi pourquoi tant de langues et pourquoi cette difficulté d'unifier ce qui va être fait au fil des siècles dans un grand empire. C'est qui d'ailleurs, pardon C'est plus grand que la France, l'Iran? Eh bien, la France, je crois que ça doit être 500 000 km². Ah oui, donc c'est nettement plus grand. 3 fois plus grand. Et la géographie qui est importante aussi, parce que pendant très longtemps, et jusqu'au XXe siècle d'ailleurs, où il y a eu des routes qui ont été construites, des chemins de fer qui ont été mis en place, etc., les communications entre les différentes parties étaient compliquées. Et donc, par exemple, d'un point de vue du commerce, il y avait plus de commerce avec l'extérieur, sur les frontières, qu'à l'intérieur. Et c'est ce qui a changé au XXe siècle. C'est un peu une civilisation des confins, disons, des marges, c'est peut-être pas le mot qui... On ne se rend pas compte de la part écrasante des régions désertiques dans la... Tout à fait. D'où le problème de l'eau aussi en Iran, qui est un problème encore plus prégnant en ce moment, mais qui a toujours été, disons, au centre de l'installation des villes où les mettre et comment les approvisionner en eau. Alors, je vais rappeler une vérité de la palisse, mais les Iraniens ne sont pas des Arabes. C'est un autre groupe. Il ne faut surtout pas leur dire ça. C'est un autre groupe. C'est un autre groupe ethnique. Mais il arrive que tout le monde ne le sache pas en France. C'est pour ça que je vous demande de bien vouloir rappeler cette évidence. C'est quoi la différence? Donc, ce sont des Indo-Européens? Ce sont des populations indo-européennes, effectivement. Et donc, ils sont très fiers de leurs différences. À tort ou à raison. Pourquoi? Parce que, enfin, en ce qui concerne l'Iran en particulier, il y a une sensibilité de certains sur la conquête des Arabes qui a mis fin à la grande civilisation pré-islamique de l'Iran. Et quelque part, leur fierté a été blessée par le fait que... Des troupes qui n'avaient absolument pas la puissance de l'Empire qui est tombé et qui n'avaient pas de civilisation, en quelque sorte, ont fait plier ces grands empires et l'histoire par rapport à cela a totalement changé. Mais c'est le cas aussi pour les Afghans ou les Turcs, qui ne sont pas arabes non plus et qui ont une sensibilité particulière. On pourrait penser que ces événements s'étant déroulés dans des temps extrêmement reculés, aujourd'hui, ça n'a plus grand sens. Si, ça veut encore dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose si on reviendra. Mais il ne faut pas oublier que seulement 20% de la population musulmane du monde est arabe. Tout le reste, ce sont des non-arabes. En même temps, juste en Iran, il y a quand même 2% d'arabes. Oui, tout à fait. Sur le sud-ouest, si je ne me trompe pas. Mais c'est une telle minorité qu'elle est complètement noyée dans l'iranité même. Alors, un élément très important, bien sûr, c'est la religion, et c'est le chiisme. Est-ce que vous pourriez nous rappeler sa différence avec le sunnisme? En quoi c'est distinct? Parce qu'on sait bien que c'est une branche très minoritaire au sein du monde musulman, et traditionnellement, on dit l'Iran, c'était, en tout cas assez récemment, le seul État chiite, disait-on, du monde musulman, pardon. Oui, et beaucoup, d'ailleurs, par erreur, estiment que les Iraniens ont toujours été chiites. Or, ils sont devenus chiites par une volonté étatique de l'Empire safavide. Yves Bomati pourrait en dire plus à ce niveau. Au XVIe siècle seulement. Donc jusqu'au XVIe siècle, ils sont restés sunnites. Et puis ils deviennent chiites. Alors quelle est la différence essentielle? Le chiisme est une branche de l'islam qui est née à peu près, enfin tout de suite après la mort du prophète, et qui estime que c'est une querelle de succession, qui estime que l'héritier légitime du prophète doit être de la famille
du prophète et en descendance du prophète, et que donc le cycle de la prophétie qui pour les musulmans se termine avec le prophète Mohammed est suivi par un cycle qu'ils appellent le cycle de l'imamat. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est là qu'on trouve tout ce qui fait vraiment la différence entre les chiites et les sunnites, les imams, et il y en a 12 pour les duodécimains iraniens, dont le dernier est occulté. C'est-à-dire caché. Caché, on l'attend. Mmh. Ces 12 imams ont vraiment une importance presque aussi grande, sinon plus grande que le prophète, et ils sont considérés comme guidés par Dieu et donc infaillibles. Voilà. Merci pour cette explication. Et d'ailleurs, on attend toujours le prophète aujourd'hui, et l'imam caché qui est occulté depuis la fin du 8e siècle, en fait. Hein. Oui, c'est cela. Non, du 9e siècle. Et tant qu'il ne réapparaît pas, ce sont donc ces représentants, les mollahs, qui interprètent le Coran, qui interprètent aussi tous les écrits, et qui ont donc une puissance de représentation, mais aussi une puissance religieuse et politique. Donc ça, c'est très important pour la suite des choses. Hein. On dit en général que le schisme a un clergé. Voilà, une hiérarchie en tout cas, une hiérarchie, ce que le sunnisme n'a pas, qui lui a choisi non pas une succession par le sang, mais une succession par l'élection. Donc ça, c'est assez important aussi de voir que là, les deux mondes se sont séparés à partir de la mort d'Ali, c'est 661, c'était le gendre du prophète, et à partir de là, donc, il y a ce courant musulman qui a pris véritablement ses distances par rapport au sunnisme, tout de même continuant ayant de grandes similitudes avec le sunnisme par rapport aux 5 piliers de l'islam et des choses de cet ordre. Et comme la plupart de ces imams, sauf le dernier qui est occulté, ont été assassinés d'une manière ou de l'autre, est introduit dans le chiisme cette idée de martyr et de martyrologie qui est très importante et qui est manipulée ou instrumentalisée par les politiques quand ils en pensent qu'ils peuvent. Alors, j'allais vous poser la question parce qu'en effet, quand on se plonge dans l'histoire de l'Iran, on est frappé par cette mise en avant du culte des martyrs. Je me souviens, pendant la guerre Iran-Irak, il y a des jeunes gens qu'on envoyait faire tuer, sauter sur des mines, et qui laissaient avant des poèmes dont je suppose qu'il n'était pas tout à fait libre de les écrire. Enfin, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, il y avait une utilisation, une espèce de politique de mise en avant du martyr, et qu'on a vu encore dans les conflits très récents où le Hezbollah a été impliqué en Syrie. C'est quand même très frappant pour un occidental. Oui, d'autant plus qu'il y a une fête extrêmement célèbre en Iran, c'est la fête de l'Ashura, où on célèbre, si j'ose dire, le martyr de l'imam Hussein. Ça doit être le 3e imam. Le 3e. Et à cette occasion, on représente, un peu comme nous autres, les chrétiens, nous représentons la passion, ou nous représentions à une certaine époque. On représente cette passion, on récite des poèmes, et puis il y a ces séances très cinématographiques de flagellation en plein cœur des villes. Donc c'est quelque chose de très ancré que la vénération du martyr et des martyrs en Iran. Aujourd'hui encore. Bien sûr. Peut-être même plus que jamais, je ne sais pas, compte tenu du régime actuel. Alors, parlons maintenant des dynasties qui ont gouverné l'Iran. Il me semble qu'on dit en général que l'Iran moderne est né au XVIe siècle avec une dynastie célèbre que vous avez citée, les Safavides. Ce sont eux qui ont créé l'Iran moderne, l'Iran tel qu'on l'entend aujourd'hui? Disons que les Safavides ont réussi à remettre l'Iran dans une forme qui était plus proche de ce qu'était l'Iran pré-islamique, c'est-à-dire ils ont stabilisé l'Iran dans ses frontières, alors qu'auparavant, depuis la conquête de l'islam, l'Iran était déchiré entre différentes dynasties, des querelles dynastiques. Il y avait eu des dynasties importantes qui avaient régné
pendant longtemps, mais avec les Safavides, on a ce changement réel qui se met en place et une restructuration que Yves Bommati peut très bien expliquer. C'est comme Firouzeh l'a dit, en 1501, le premier des Safavides, Shah Ismaïl Ier, a instauré le schisme comme religion d'État. D'ailleurs, ça ne s'est pas fait ça s'est fait dans les larmes aussi. Hein. On a quand même tué beaucoup de sunnites qui ne voulaient pas être chiites. Hein. Mais en même temps, un grand Shah, qui est Shah Abbas Ier, le grand, qui a régné à la fin du XVIe siècle jusqu'en 1629, donc au XVIIe siècle, eh bien, lui, il a véritablement fait passer l'Iran à une sorte d'État, d'abord en le dotant de symboles qui ont existé jusqu'à la chute de la monarchie en 1979, à savoir le lion et le soleil, mais aussi en travaillant beaucoup sur une restructuration de l'armée, en développant son pays, en l'ouvrant aux étrangers, en acceptant, disons, une certaine tolérance religieuse. Il fréquentait des églises chrétiennes. Enfin bref, c'est un Shah qui a non seulement structuré son pays pour en faire justement ce que vous disiez, quelque chose de moderne, mais c'est post-moderne tout de même, mais en même temps, il n'a pas toujours été suivi par les Shahs qui l'ont succédé, et ça s'est écroulé au début du XVIIIe siècle d'une façon, à un moment où les religieux ont essayé de reprendre le pouvoir. Enfin bref, il y a eu, hélas, à cause du fait que le schisme a été déclaré religion d'État en 1509, il y a eu vraiment un pouvoir religieux qui a parfois voulu contrebalancer le pouvoir politique, quitte à être même ce pouvoir politique. Donc, véritablement quelque chose de compliqué. Le schisme, en fait, a été utilisé comme oui. arme nationaliste, politique. C'est devenu un des piliers du nationalisme. Et encore aujourd'hui, on voit bien que ça fait la différence avec d'autres pays. Mais en même temps, comme cela vient d'être dit, la religion chiite est devenue une arme à double tranchant. Quand les rois étaient forts, le clergé n'avait pas grand-chose à dire. Et dès que les rois devenaient faibles, le clergé montait et faisait d'une certaine manière sa loi. Parce qu'il y a un véritable clergé, appelons-le ainsi, qui a le monopole de l'interprétation des textes sacrés? Oui, d'une certaine manière, c'est cela. Il n'y a pas une seule personne. Dans le chiisme iranien, il y a ce qu'on appelle les grands ayatollahs. Ce sont ceux qui sont les mieux placés du point de vue de la connaissance. Et eux peuvent effectivement essayer d'interpréter la loi et donner leur version des choses. Alors, c'est aussi une époque, en tout cas au XVIe siècle, où je crois que la poésie, l'architecture ont un grand éclat. Et néanmoins, après, il y a ces périodes moins fastueuses que vous évoquez, Yves Bommati, en particulier au XIXe siècle, où le pays connaît un grand déclin. Alors, c'est pas spécifique à l'Iran, sans doute, mais on dit, parfois, on lit sous la plume d'universitaires qu'en 1900, par exemple, au terme du XIXe siècle, l'Iran était encore plus pauvre et plus démuni que l'Empire ottoman ou l'Égypte, qui conserverait, pour l'Empire ottoman, un appareil administratif, pour l'Égypte, une bourgeoisie commerçante, alors que, disent ces auteurs, l'Iran était plus mal en point encore. Vous partagez cette analyse? Oui, tout à fait. C'était un pays qui a vendu beaucoup de ses richesses à l'étranger. C'est d'ailleurs ce qui va faire ce sursaut nationaliste à partir de 1906 et de la Révolution constitutionnelle, à savoir que les Russes ont pris une partie du territoire iranien au début du 19e siècle. Ils ont aussi installé des banques. Pardonnez-moi, mais ça, si vous parlez du Caucase?
Oui, de l'Azerbaïdjan. Oui, l'Azerbaïdjan. C'est pas très connu, ça, en France. Mais eh bien oui, parce que l'Azerbaïdjan a été iranienne. Il y a deux Azerbaïdjans. Il y a l'Azerbaïdjan iranien, qui existe toujours autour de Tabriz, et puis il y a l'Azerbaïdjan que vous connaissez avec Bakou, etc., qui a été pris dans le premier quart du 19e siècle par les Russes. L'Azerbaïdjan, la Géorgie. La Géorgie, c'est assez étonnant de penser que la Géorgie a été... dans les guerres avec les Russes. Tout à fait. Une partie du Caucase. Et puis de l'autre côté, les Anglais, eux, ils sont arrivés d'une autre façon, parce qu'eux, ils voulaient avoir le passage vers l'Inde, qui était le collier de la reine, en quelque sorte. Hein. Et eux, ils ont acheté des concessions, la concession des douanes, par exemple, du tabac. Bon, ça n'a pas duré pour le tabac, mais enfin, ils ont une banque aussi. Ils ont eu le monopole aussi, je pense, d'imprimer des billets, ou des pièces. Enfin bref, ils ont réussi à déposséder... Le pétrole. Pardon, le pétrole. Alors le pétrole, c'est plutôt vers le 1901, la concession pétrolière, et après, Churchill va la racheter dans les années 1910, je crois, et puis ça va devenir ce très gros problème, puisque les Iraniens vont encore une fois céder leurs richesses aux pays étrangers, et vont essayer, durant tout ce XXe siècle, de les capter à nouveau à leur profit. Et ça va faire tout ce que nous savons et tout ce que ça continue à faire aujourd'hui. Donc il y a ce sentiment d'injustice, ce nationalisme, je ne sais pas s'il naît à cette époque, mais en tout cas, il se raffermit beaucoup, il se développe beaucoup à partir de la fin du 19e, début 20e siècle. Oui, certainement, parce que finalement, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque... si on compare surtout à ce qui se passe en Europe, alors que la révolution industrielle a lancé un changement extraordinaire et beaucoup de progrès pour les Européens, l'Iran rentre en récession en raison de sa gestion calamiteuse économique, en raison de rois qui dilapident les richesses de l'Iran pour pouvoir assurer leur train de vie fastueux. Et on a toutes ces photos des grands rois Qadjar qui viennent en France. Ça, c'est la dynastie qui tombe dans les années 1920. Oui, c'est ça. C'est cette dynastie qui tombera avec l'arrivée de la dynastie Pahlavi. Et donc, cette dynastie qui essaye aussi de se sécuriser en passant des contrats avec la Russie. La Russie garantit la succession des rois. Et donc, cette dynastie, avec son comportement, et c'est aussi son traditionnalisme, parce qu'ils ne veulent surtout pas de changement, va entraîner les premiers grands mouvements nationalistes et finalement l'obtention de la première constitution de 1906 sous la forme de la constitution belge, d'ailleurs. Juste rajouter que les Qadjars, c'est une dynastie aussi très religieuse, très traditionnaliste, mais aussi très, très chiite, et qui refuse quand même le progrès, l'évolution. Par exemple, ce qui s'est passé avec les Baïs, les babistes, c'est une religion qui est née dans les années, vers 1840-1850. Il y a une femme, une poétesse babiste, Tahéré, s'est dévoilée devant tous les hommes. Donc il y avait des mouvements quand même internes qui essayaient de sortir de cette torpeur traditionnaliste pour affirmer entre autres le pouvoir des femmes. Et cette pauvre Tahéré va être ensuite brûlée vive 4 années plus tard. Mais c'est quand ça? Quelle période c'est? C'est 1848 où, lors d'un congrès, elle s'est dévoilée en disant qu'il fallait aussi chasser les mollahs et que tout le monde avait le droit de vivre libre. Donc vous voyez, c'est un moment très important, le 19e siècle, parce qu'il y a eu tous les ferments qui vont amener à cette révolution constitutionnelle de 1906 dont on parlait tout de suite. Alors après, donc, il y a les Pahlavi, père et fils, que l'on connaît un peu mieux. Je renvoie d'ailleurs les téléspectateurs à l'émission que nous avions consacrée avec mes invités au dernier Shah d'Iran, celui qui a été renversé, on le sait, en 1979. Et pour terminer, puisque le temps passe très vite, hélas,
j'aurais une dernière question à vous soumettre. Est-ce que les Iraniens aujourd'hui ont un sentiment de continuité, vous le sembliez le suggérer, entre, disons, les Perses d'avant la conquête musulmane et ce qu'ils sont devenus ensuite? Pour eux, tout ça, c'est un seul pays, c'est une seule entité dans la très longue durée? Oui, je pense qu'une majorité, en tout cas, d'Iraniens, malgré tous les efforts qu'a fait le régime actuel pour gommer tout l'Iran pré-islamique, a beaucoup de fierté et fait beaucoup de références à cette longue histoire de l'Iran. Et pour vous donner un petit épisode personnel, j'ai été éduquée, surtout après la Révolution, dans l'idée « n'oublie jamais que tu as 2500 ans d'histoire derrière toi ». Et beaucoup d'Iraniens ont cette fierté que malgré les changements qu'il peut y avoir dans ce pays, l'histoire continue. C'est une pensée qui a été quand même beaucoup développée par les Pahlavis. Et même si le régime islamique a essayé de gommer ça, ça n'a pas réussi. Et beaucoup de manifestations actuelles se font en invoquant l'histoire millénaire de l'Iran, et en particulier Cyrus le Grand. Oui, bien sûr, il y a un certain nationalisme aussi qui existe toujours, qui est une sorte de trait d'union de ce XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et ça n'a jamais perdu, ça ne s'est jamais dilué. C'est un peu cette iranité qui continue comme un fil d'Ariane à travers les siècles. Et bon, en effet, j'ai été frappé les rares fois où j'ai pu parler avec de jeunes Iraniens. La fierté nationale est extrêmement présente. On n'attend pas longtemps avant qu'elle se manifeste. J'ai même l'impression que c'est à fleur de peau, si vous voulez, pour être franc. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de particulier, là? Disons que tout cela est aussi lié par la poésie de Ferdoussi, que tous les Iraniens, même ceux du régime d'aujourd'hui, connaissent. Et puis également, Firuzena Avandi parlait de Cyrus le Grand, de ce fameux Silène de Cyrus, que l'on dit être la première charte des droits de l'homme. Et c'était bien avant la conquête. C'est quand, Cyrus le Grand? C'est dans l'Antiquité, donc c'est... 5e siècle. Avant Jésus-Christ. Ah oui, bien sûr, ça, voilà. bien sûr. Bon. Cyrus le Grand, c'est grosso modo à l'époque des guerres contre les Grecs, quoi. Tout à fait. À peu près, tout à fait. Il y a 2500 ans. Donc, tout à fait. je crois que son tombeau est encore... il est vénéré. Et la scène qui a eu lieu en 1971, c'était les fêtes de Persépolis. C'était le dernier roi d'Iran se prosternant devant le tombeau de Cyrus, disant... Dors tranquille, nous veillons sur ton héritage qu'il a perdu quelques années après, mais les Iraniens essayent de le conserver malgré tout. Merci à vous, chère madame, cher monsieur, on vous écouterait pendant des heures. Je rappelle vos livres, Firuzena Avandi, le le nouveau Femme iranienne, évolution ou révolution, point d'interrogation, actuellement en librairie. Yves Bomati, vous avez travaillé sur l'histoire de la secte des assassins. C'est paru, 5 mois environ, aux éditions Armand Collin, Les assassins d'Almout, les dessous d'une politique de terreur. Et ça se lit comme un roman. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur la chaîne du Figaro TV, en replay et sur l'application du Figaro. Merci surtout de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'Histoire.